bien, bonsoir. Je vais partir de la question ouverte par Luc, c'est-à-dire comment les écosystèmes participent-ils à la régulation, enfin aux dynamiques du climat, et souligner comment cette question est importante. Elle est importante parce qu'elle nous permet de nous intéresser, comme l'a très bien montré Luc, aux questions de rétroaction, c'est-à-dire les impacts locaux des changements climatiques et puis l'impact de la gestion des écosystèmes sur le changement climatique. Mais ça permet d'aborder aussi d'autres problèmes d'environnement global, comme par exemple la biodiversité. Et puis on arrive à la question de l'adaptation. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est la partie des problèmes de politique nationale, c'est-à-dire comment les politiques nationales de développement régional, les choix économiques, d'aménagement du territoire, les arbitrages entre développement et conservation participent à la dynamique des écosystèmes. Je vais un peu insister sur le fait que le fait de passer à l'approche par écosystème, c'est quelque chose de très riche dans le cadre actuel de la négociation de la COP21 dont on a parlé, parce que jusqu'à présent, les négociations, elles ont été un peu centrées sur une représentation du changement climatique comme un phénomène global, un problème global de flux de CO2 qui appelait en retour un traitement politique global. Donc quand on passe aux écosystèmes, on peut changer d'échelle et on peut changer de représentation. Alors, je vais prendre le cas du Brésil parce qu'il est assez emblématique. Je vais vous montrer d'abord comment se forme un écosystème en fonction de ses choix politiques de développement, de conservation, mais aussi au gré des recherches scientifiques. Et puis après, je parlerai des défis actuels du Brésil, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais surtout en termes de politique de développement. Alors, voilà une carte du Brésil avec des grands biomes. C'est pas si évident. Cette carte, elle date seulement de 2004. C'est en 2004 que l'IBGE, l'équivalent de notre INSEE, avec le ministère de l'Environnement, ils ont décidé de faire une carte des biomes. Bien. Le biome, pour aller très vite, c'est un ensemble d'écosystèmes plus ou moins homogènes. Donc vous voyez cette carte, donc la moitié du territoire, c'est l'Amazonie. Ce qui va nous intéresser, c'est ce biome Cerrado. En fait, jusqu'aux années 70, le Cerrado, qui vous voyez, c'est quand même, sont des savanes. Ça prend un quart du territoire. Jusque dans les années 70, on ne savait pas trop ce que c'était. En fait, c'était ce que c'était quand on avait enlevé la forêt amazonienne, enlevé la Caatinga, donc qui est un autre type de savane, quand on avait enlevé la Mata Atlantica et le Pantanal, qui est une zone marécageuse. En fait, c'est un peu ce qui restait. Donc, on a vraiment défini ce Cerrado et on l'a défini de façon un peu ambiguë, puisque dans le biome amazonien, vous avez plus de 20% de taches de savane et de Cerrado, mais on a préféré ne pas les représenter ici. Donc c'est un choix d'uniformité et on va se retrouver donc avec un ensemble hétérogène de savanes caractéristiques des régions centrales du Brésil. Alors c'est très intéressant comme écosystème parce que vous voyez, ce sont des zones de transition avec donc les autres biomes donc un important réservoir génétique, mais quand même très hétérogène. Ça, ce sont des représentations, on va dire, biologiques. Si je vous parle de représentation économique, on va savoir que cette carte, elle a été faite pour aider le gouvernement à spécialiser les biomes en termes de production. Et ainsi, le Cerrado va être choisi pour devenir le grenier du Brésil, viande, soja, canne, coton. Il va y avoir un choix. Alors, la construction du biome Cerrado, vous savez, pour les sciences sociales, tout est construction sociale. Voilà. Donc, le biome Cerrado est vraiment une construction politique, donc on vient un peu le voir, économique, scientifique, qui est vraiment à l'antithèse de l'Amazonie. D'abord, le biome Cerrado n'est pas reconnu par la Constitution de 1988, la Constitution du Brésil, après la chute du régime militaire. Il y a un grand chapitre qui est consacré à l'environnement. Et là, la Constitution reconnaît seulement l'Amazonie, la forêt atlantique, Cerrado Humedal, le Pantanal, comme patrimoine national, ce qui veut dire que leur utilisation est soumise à la loi afin d'assurer la préservation de l'environnement. Donc vous voyez déjà, on spécialise les espaces, on les définit, on les législative, on va dire. Bon, le grand changement, ça a été en 1973 avec la création de l'Embrapa. L'Embrapa, c'est l'équivalent de notre INRA, Institut national de recherche agronomique. Et là, un gros travail va être fait pour adapter le soja, donc originaire, comme vous savez, d'Asie, au sol pauvre du Cerrado. Et là, le sol va être corrigé à grands coups
de nitrate de calcaire, et il est présenté, l'incorporation du CERAD est toujours présentée comme la plus grande conquête du Brésil pour l'incorporation du CERAD à l'agriculture. Aujourd'hui, le CERAD est donc responsable de 50% de la production de grains et 40% de viande. Parallèlement, les scientifiques ont fini par s'intéresser au biome CERAD. Bon, ils ont un peu, leur regard s'est détourné de l'Amazonie. Il a été déclaré hotspot de biodiversité en 2000 et une globale écorégion en 201. Alors là, vous voyez, c'est assez amusant parce que hotspot, c'est Conservation internationale, l'ONG Conservation internationale qui donc menait les débats. Et de l'autre côté, pour pas être en reste, c'est WWF qui a travaillé sur les globales écorégions. Mais surtout, ce qui a fait connaître le CERAD sur la scène internationale, c'est la conférence sur le climat de Copenhague en 2009. Là, le président Lula va volontairement, puisque vous savez que le Brésil est un pays considéré comme un pays non annexe 1, c'est un pays en voie de développement. Il n'était pas obligé de prendre des engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais là, le Brésil va décider de réduire à l'horizon 2020, d'entre 36 et 38% de ses équivalents, ses émissions de gaz à effet de serre. Et comment va-t-il s'y prendre? Il va viser 80% de réduction de la déforestation en Amazonie. 80% de réduction. Alors évidemment, ils ont choisi ce qu'on appelle la baseline, ils ont choisi une situation de référence qui les avantageait. Ils avaient déjà pas mal travaillé à la réduction. Non, mais néanmoins, il y avait cet objectif de diminuer de 80% le rythme de déforestation de l'Amazonie par rapport à la période 96-2005 et une réduction de 40% pour le biome CERAD. Et là, on découvre qu'il y a un problème avec le biome CERAD qui devient un écosystème menacé. Alors comment peut-on expliquer ça? Bon, on a vu déjà que le biome n'est pas reconnu par la Constitution, que le code forestier qui régit les obligations pour les propriétaires privés de mettre en réserve, ce qu'on appelle la réserve légale, une partie de leur propriété en réserve naturelle, est de 80% en Amazonie et n'est que de 20% dans le reste du pays. Donc déjà, on peut mettre à feu, théoriquement, 80% de sa propriété sans trop de problèmes. Par ailleurs, la politique publique, là on est dans la politique privée avec le code forestier, mais si on passe sur la politique publique du gouvernement, dans le CERAD, on va avoir seulement 8% d'unités de conservation, c'est-à-dire des aires protégées, contre 26% en Amazonie, et seulement 4,4% de terres indigènes contre 21%. En fait, pour l'Amazonie, si vous additionnez les terres indigènes, les unités de conservation et puis divers espaces sous juridiction nationale, vous avez plus de 50% du territoire amazonien qui est protégé. Bon, bien sûr, c'est sur le papier, mais néanmoins, c'est sur le papier, mais il y a néanmoins tout un arsenal législatif. Ça n'existe pas dans le CERAD, d'autant plus que là, la propriété privée domine. Alors, on va s'apercevoir que les politiques de conservation en Amazonie vont jouer un rôle à l'accélération de la destruction du biome CERAD. La communauté internationale donc s'est émue de la destruction de l'Amazonie et eh bien, il y a eu des actions importantes de conservation, des plans de développement, l'utilisation d'outils satellitaires. Et on a aperçu qu'il y avait ces fuites. Par exemple, il y a eu un moratoire sur le soja qui a bien expliqué que les entreprises, les frigorifiques par exemple, les grandes entreprises ça c'est pour la viande, mais pour le soja, les grandes entreprises comme Cargill ont pris acte qu'ils n'achèteraient plus, ne commercialiseraient plus, ne transformeraient plus de produits issus de la déforestation illégale de l'Amazonie. Immédiatement, Cargill s'est installé dans le CERAD, bien sûr, et le développement de l'élevage s'est intensifié dans le CERAD. De la même façon, il y a une loi sur le zonage de la canne à sucre. On n'a pas le droit de faire de canne à sucre en Amazonie, donc où est-ce qu'on l'a fait? Dans le CERAD. Bon. Aujourd'hui, effectivement, l'espace du CERAD est défriché à 50%, alors que l'espace amazonien est défriché à, selon les statistiques, entre 15, 18 ou 20%. Donc vous voyez quand même l'importance. Et ces derniers temps, donc avec toute cette politique donc de chute de lutte contre la déforestation de l'Amazonie, vous voyez le Brésil est arrivé à 4006. Vous voyez qu'en 2009 il avait déjà fait une bonne partie du travail quand il a pris ses engagements, et on arrivera certainement en 2020 à un défrichement de 3500 comme ce qui était fixé. Mais ce qui est grave, c'est de voir qu'à partir de 2011, eh ben, le défrichement du CERAD est nettement supérieur à celui de l'Amazonie. Alors,
Alors, donc on est à cette situation. Donc, puisqu'on parle de carbone, puisqu'on essaye de se mettre dans cette problématique de flux de carbone, dans le CERAD, donc, on a vu 7600 km² défrichés. Et puis, comme l'avait indiqué un peu Luc, cette histoire du CERAD, c'est une Amazonie à l'envers. Hein, vous voyez des petits arbres du CERAD, ils sont tout rabougris, bon, ils n'intéressent personne, c'est pas beau. Mais en fait, ils ont énormément de racines. Donc l'IPCC estime qu'il y a 29 tonnes à l'hectare en aérien contre 117 tonnes à l'hectare de carbone dans les racines, ce qui est quand même très important. Et le plan national sur le changement climatique brésilien, lui, explique qu'il y a environ 56 tonnes de carbone à l'hectare pour le CERAD contre 132 pour l'Amazonie. Bon, donc le défrichement du CERAD a émis en 2012 166 millions de tonnes de GES, de gaz à effet de serre, ce qui est extrêmement important, avec une agriculture qui est fortement émettrice, bien sûr, de méthane et avec les engrais azotés de nitrite d'azote. De plus, il faut penser qu'avec les matières premières, vous savez que donc le soja et la viande sont les principaux produits d'exportation du Brésil, donc ça a été volontaire, mais c'est quelque chose qui part, c'est-à-dire que l'exportation du soja, c'est aussi de l'exportation de CO2, c'est de l'exportation de l'eau, c'est de l'exportation de sol. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et on va sans doute en discuter dans la prochaine COP. Jusqu'à présent, on avait essentiellement raisonné en termes de ces flux, mais si on approche par la consommation, si on a une approche du changement climatique à partir de la consommation, on s'aperçoit à qui doit-on attribuer les émissions de CO2 ? Eh ben, c'est peut-être aux vaches françaises qui mangent des tourteaux de soja brésiliens et non pas au Brésil qui, lui, vend ses tourteaux de soja. Donc il y a vraiment quelque chose et ça va être un gros enjeu et un défi de calcul. De plus, donc, d'un point de vue social, donc, cette spécialisation agricole dans le CERAD, entraîne bien sûr des problèmes sociaux avec des concentrations foncières et des migrations urbaines. Bon, vous voyez que là, il y a des défis de calcul, mais surtout, là, je ne veux surtout pas retomber dans la question des flux de CO2, parce que, est-ce que c'est vraiment la question ? Donc, comment lutter contre ça ? Actuellement, où en est-on ? Bon, on a vu que grâce à la déforestation importante, à la chute de la déforestation, maintenant, le problème de changement d'usage des terres, c'est-à-dire tout le CO2 qui est émis lors de la combustion, lors de la déforestation, a largement baissé. Et le problème qui se pose maintenant, c'est plus cette déforestation, mais c'est bien les problèmes d'agriculture. Donc cette agriculture extrêmement consommatrice d'engrais, extrêmement qui a besoin de terre et qui est grande émettrice de méthane. Et puis l'énergie, bien sûr. Alors, que peut-on faire dans ces cas-là ? Et là, on est dans des nouvelles priorités, des nouvelles façons de gérer l'écosystème. Là, je reprends un peu la vision de Luc. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Développer des techniques productives d'élevage pour réduire les coûts de récupération des aires dégradées, pour freiner la déforestation, augmenter le coût de la déforestation, par exemple par la répression du travail esclave. Ce sont des politiques. Vous voyez, toutes ces politiques sont des politiques qu'on appelle de co-bénéfices. C'est-à-dire que ce sont des politiques territoriales qui vont toucher les réalités du territoire, les réalités sociales du territoire, mais qui vont contribuer aussi au changement climatique, à lutter contre le changement climatique. Vous voyez, c'est extrêmement important. Donc, chercher la soutenabilité, donc c'est l'agriculture de bas carbone, réduire l'érosion et la pollution, gérer la biodiversité, intégrer l'agriculture et l'élevage, et utiliser le semi-direct, enfin changer des modes de production et soutenir la petite agriculture. Et puis, donc, maintenant, la priorité, c'est bien lutter contre le défrichement du CERAD et implanter le code forestier, c'est-à-dire une grande réforme de légalisation des terres au Brésil, où il s'agit de 90% des propriétaires terriens au Brésil sont dans l'illégalité pour avoir défriché au-delà de ce qu'ils auraient dû faire par la loi. Donc c'est leur possibilité de se racheter en restaurant leurs terres. Alors là, j'arrive à la fin de mon exposé. Là, on va retrouver des termes qui ont été déjà étudiés. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut bien étudier les rétrogressions entre ces processus naturels et ces processus sociaux.
Bon, Luc a évoqué, moi, ce que j'appelle l'instrumentaliser les écosystèmes pour lutter contre l'effet de serre. C'est effectivement quelque chose vers lequel il faut tendre, mais sauf que dans les écosystèmes, on a bien vu, ces écosystèmes, ils sont définis par des logiques productives, par des logiques de migration, par des logiques de conservation. Et donc, c'est pas en augmentant, on ne peut pas décider dans un coin d'augmenter le nombre de vaches ou autre. Là où je rejoins aussi Luc, c'est sur la complexité. Il nous a parlé de la complexité écologique. On peut parler de la complexité sociale. Donc, c'est les articulations locales globales, bien sûr. On critique beaucoup l'extension du soja et de la canne, mais c'est bien les revenus tirés de l'exploitation des sols pour le soja et la canne qui permettent de financer la conservation, qui permet de financer les aires protégées. Le développement des agrocarburants qui peu à peu remplace la canne à sucre pour l'éthanol, remplaçant les champs de soja, c'est quelque chose effectivement qui est très intéressant en termes de balance. Reste à savoir si la culture d'agrocarburants permet réellement d'éviter l'utilisation de combustibles fossiles, et en tout cas il y a des calculs encore à faire, et d'étudier aussi les conséquences et les impacts sociaux de ces politiques. Enfin, l'intensification de l'élevage, on l'a vu aussi tout à l'heure. Certes, intensifier l'élevage, ça peut permettre d'arrêter, de repousser les frontières de déforestation, mais ça peut aussi développer les émissions de méthane et abîmer les sols. Bien, donc l'idée, c'est de partir donc, de logiques régionales et locales à prendre en compte, de réfléchir à ce qu'on appelle de faire les arbitrages. Quels sont les arbitrages qu'il faut faire? Parce que on ne peut pas considérer que comment expliquer ça? Oui, les écosystèmes ne peuvent pas être considérés comme des infrastructures naturelles de lutte contre l'effet de serre. Hein, il faut bien voir qu'ils doivent être... donc il y a des arbitrages, parce que si vraiment il fallait lutter contre l'effet de serre, on coupe la forêt tropicale et entièrement à blanc et on met de jeunes plantations. Et là, vraiment, ce sera une très bonne opération en termes de fixation de carbone. Vous voyez, donc c'est ces difficultés qu'on va rencontrer à chaque fois. Et donc cette politique de co-bénéfice dont je vous ai parlé. Donc définir un écosystème, c'est bien sûr étudier les forces sociales qui le définissent, raisonner en termes de territoire, réfléchir à cette complexité. Et puis, je reviens à ce que j'essayais de dire au début, c'est que la question climatique doit vraiment élargir son espace de légitimation. C'est-à-dire qu'on ne peut plus raisonner uniquement au niveau global, en termes de politique globale, de fardeau à se répartir entre les États. Il faut vraiment déplacer le regard, sortir de la définition de la Convention sur le climat dans sa définition initiale, et sortir de cette idée de toujours réfléchir en termes de réduction de gaz à effet de serre avant les enjeux de développement, de production, de santé et d'emploi. Et penser vraiment à ce concept de co-bénéfice. Quelles sont les politiques qui rendent compte des réalités locales, qui vont dans le sens des solutions qu'on peut apporter localement et qui luttent en même temps pour l'effet de serre. Alors la prise en compte des écosystèmes, je vais terminer par là, moi je suis très positive. Je crois que la prise en compte des écosystèmes va permettre de poser autrement la question climatique lors de la conférence de Paris. Et je pense que ça va permettre de proposer une sorte d'agenda, l'agenda des solutions qui est attendu pour la COP21. Voilà, je vous remercie.